Le monde des brevets est ouvert à tout le monde, à toutes les sociétés. Le seul point, c'est qu'en effet, il faut déposer avant les autres. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat. Aujourd'hui, en présence de Marie-Claude Pellegrini. Marie-Claude, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Écoute, c'est un grand plaisir. Bienvenue à cet épisode. Merci d'avoir accepté l'invitation du podcast. Alors, je vois votre question venir. De quoi allons-nous parler ? On va parler aujourd'hui d'un sujet stratégique, d'un sujet épineux et d'un sujet malheureusement parfois trop mal connu. On parle beaucoup de brevets, on parle beaucoup de propriété industrielle. Tous ceux avec qui j'ai le plaisir de travailler connaissent mon obsession pour ce sujet-là, tant au niveau contractuel qu'au niveau des deals que l'on peut faire, etc. Et avec Marie-Claude, on a d'ailleurs souvent le plaisir de travailler ensemble sur ces sujets, puisque tu es partenaire de notre cabinet là-dessus. Alors, sujet stratégique, on l'a dit, sujet malheureusement parfois méconnu. Et l'objectif de cet épisode aujourd'hui, c'est justement que tu puisses en parler librement et que tu puisses expliquer à nos auditeurs ce que c'est et surtout, qu'est-ce que ça apporte aux entreprises. C'est d'autant plus important dans le secteur spatial. Il y a beaucoup d'entreprises du secteur, qu'elles soient plus legacy et surtout new space, qui sont confrontées à ces questions-là, pour des questions de financement, de levée de fonds, mais aussi de développement des activités, et qui parfois ont besoin de réponses. Et donc aujourd'hui, on va tenter de répondre à cela. Mais avant toute chose, tu le sais, le podcast de Space Avocat, il y a une tradition, c'est d'en savoir plus sur l'invité et d'en savoir plus notamment sur ton parcours. Donc, Marie-Claude, quel est ton parcours ? Alors, mon parcours, en fait, il est initié. J'ai démarré en fait dans la profession non pas en tant qu'ingénieur brevet, mais j'ai démarré la profession en tant qu'ingénieur de recherche. Et c'est vrai que c'est souvent le cas de démarrer dans le domaine de la recherche. On fait des innovations quand on fait de la recherche, forcément. Et l'entreprise pour laquelle on travaille, vient protéger les innovations qui sont réalisées par les chercheurs. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Donc après des études en informatique, pendant 8 ans, sur le site de Grenoble, j'ai rejoint une société où la propriété intellectuelle était importante. On avait une équipe de recherche, et l'équipe de recherche donc avait pour objectif de développer des innovations pour du long terme. Et dans ce cadre-là, bien sûr, on a fait des innovations. Et le service propriété intellectuelle nous suivait de très près. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai protégé des innovations. Et en fait, on a eu cette culture dans la société très rapidement, parce qu'en effet, on nous a expliqué l'intérêt du brevet dans la société. Et donc, au final, en tant que chercheur, dès qu'on avait une idée, on la soumettait pour protection. Et dans ce cadre-là, j'ai connu le monde de la propriété intellectuelle et j'ai trouvé que le domaine, même si c'était du droit, c'était loin de la recherche, j'ai trouvé que c'était passionnant. Et donc, j'ai fait le pas pour devenir ingénieur brevet. Et donc, pour protéger les innovations des sociétés et apporter justement cette valeur aux sociétés par la protection de leurs innovations. Et donc, j'ai continué dans cette société un certain temps. Et ensuite, j'ai eu plusieurs expériences dans plusieurs sociétés industrielles. Ensuite, j'ai eu des expériences aussi en cabinet de propriété intellectuelle. J'ai eu aussi une expérience très enrichissante au sein d'un cabinet d'avocats, où là, en effet, on voyait tout l'intérêt justement du monde des brevets. Et donc là, beaucoup de contentieux en matière de brevets. Et j'ai récemment, il y a 1 an de ça à peu près, j'ai rejoint le cabinet Withers & Rogers pour justement offrir aux sociétés cette possibilité de protéger les innovations. Oui, parce que, à titre de précision, tu n'es pas avocate, tu es conseillère en propriété industrielle, si le titre est exact. Et donc, exactement. Tu as une formation technique, puisque tu dois comprendre la technologie que tu vas protéger. Oui, tout à fait. Comme je disais, donc, j'ai un bac +8 en technique. Et donc, ça nous permet, c'est vrai, d'être proche des inventeurs, de connaître, de parler le même langage que les inventeurs, de comprendre leur technologie et derrière, en fait, de traduire les innovations qui sont très techniques en un langage
brevet qui est à destination, au final, d'un examen par les offices. Et à terme, si on utilise le brevet, ça doit être aussi compréhensible par les juges. Donc au final, on a ce devoir en fait de convertir une invention, c'est traduire plus exactement une invention qui est très technique en un langage qui sera compréhensible par un juge qui n'est pas technique. Avant de rentrer dans les aspects procéduraux, avant de rentrer dans peut-être potentiellement le contentieux, parce qu'il y a effectivement un contentieux du brevet, première question technique sur le brevet, qui est un peu générale, mais qui, à mon avis, est importante et de toute façon est un préliminaire à tout. C'est quoi finalement un brevet? On en parle partout, on voit des patent pending un peu partout, dans les contrats, dans les appels d'offres, on a cette notion de propriété industrielle et spécifiquement cette notion de brevet qui est toujours ciblée. Mais finalement, c'est quoi un brevet, Marie-Claude? Alors un brevet, c'est un titre, c'est en fait une demande de brevet que l'on va déposer auprès d'un office. Et cette demande de brevet, en fait, c'est une traduction de l'invention en un langage brevet qui va être donc à terme compréhensible par les examinateurs et à terme également par les juges. Un brevet se compose principalement de plusieurs parties. Une partie que l'on appelle description, qui est vraiment une traduction justement de l'invention. Et ensuite, on a le jeu de revendication qui lui détermine l'invention que l'on cherche à protéger. Et là, c'est la partie, en fait, j'aimerais dire, la plus importante de la demande de brevet, qui va en effet déterminer le champ de protection qui est demandé pour ce brevet-là. Et ensuite, on a les aspects figures. Cette demande de brevet, elle est déposée auprès d'un office pour subir un examen. L'examen va déterminer si, en effet, l'office est OK pour nous délivrer un brevet ou pas. Et ensuite, une fois que l'on a ce brevet, le brevet est, à compter du dépôt, est valable 20 ans, à condition de le renouveler tous les ans, c'est-à-dire de payer une annuité tous les ans. Et donc, l'objectif du brevet, c'est de protéger une solution technique à un problème technique. Donc, on est vraiment dans le côté technique de la matière. Donc, je me permets de t'arrêter là juste quelques instants. Le brevet, c'est un monopole, en fait, que l'on va t'accorder. C'est un droit, c'est un actif, finalement, pour l'entreprise. Exactement. Et c'est le point sur lequel, en effet, je voulais venir. C'est un droit que l'on donne, en effet, comme un titre de propriété à une personne, à une entité, à une société. Ça peut être une personne physique, ça peut être une société. Et c'est un droit, en fait, d'interdire. Et c'est pas un droit de faire, c'est un droit d'interdire. Et c'est ça aussi la puissance du brevet. Et ça permet, en effet, en termes d'économie, de business, c'est de protéger son business. Juste une seconde. Tu dis droit d'interdire. Pour que nos auditeurs soient bien au clair, d'interdire quoi exactement? D'interdire la reproduction de l'invention qui est protégée. Donc c'est pour ça que quand on décide de protéger une innovation, on fait attention que l'innovation qui est protégée, en fait, elle a un intérêt économique pour la société. Si cette solution technique, en effet, permet de protéger le business d'une société, on va déposer cette demande de brevet à condition, en effet, de respecter, comme je vous le disais, le fait que c'est une solution technique à un problème technique. Et donc, en obtenant un brevet sur cette technologie-là, la société se protège contre des tiers qui reproduiraient l'innovation. Et c'est pour ça qu'en fait, on a un droit d'interdire, puisqu'en fait, ce brevet va interdire les tiers de faire la même chose que la société qui a le brevet. Question que l'on retrouve souvent sur le terrain. On dit, puisque vous nous parlez de brevet, puisque vous insistez sur la notion de brevet, on a eu une super idée. Alors, tu me vois arriver avec mes gros sabots. Est-ce que je peux proposer... Qu'est-ce que ça protège finalement un brevet? Est-ce que le brevet protège des idées ou est-ce qu'il faut un petit peu plus que ça pour justement bénéficier de ce droit d'interdire, bénéficier de cet actif? Alors, c'est vrai que pour aller au brevet, il faut un peu plus qu'une idée. Puisqu'en fait, ce que l'on va protéger, c'est la solution technique à un problème technique. Donc une solution technique, ça veut dire que c'est souvent plus large, plus fin, plus élaboré qu'une idée. Et donc, en effet, il faut déjà un minimum de solutions techniques pour pouvoir aller au brevet, à la demande de brevet. Est-ce qu'il y a des caractéristiques minimales, justement, pour que ce dossier soit présentable? Quand tu vas discuter avec des clients de leurs innovations, finalement,
Est-ce qu'il y a une grille d'analyse pour toi? Qu'est-ce qui fait que une innovation va pouvoir bénéficier de la protection du brevet? Alors, ce qui est important, c'est que la société soit apte à bien définir, en effet, l'innovation qui est réalisée. Et ça, c'est vrai qu'on fait de l'accompagnement pour de l'identification des innovations des sociétés. Souvent, les sociétés sont, bien comme tu l'as dit, en fait, sont assez, ont peu de connaissances sur le domaine des brevets. Donc, au final, beaucoup de sociétés se disent, mais je ne sais pas ce qui est protégeable dans mon domaine d'activité. Et donc, on est souvent là pour les accompagner. Donc, en fait, on rentre dans la technologie des sociétés, on comprend ces technologies-là, et ensuite, on les aide à identifier les parties des solutions techniques, en fait, qui sont développées par les sociétés pour déterminer, en effet, les parties qui peuvent bénéficier d'une demande de brevet, ou qui peuvent faire l'objet d'une demande de brevet. Après, le côté examen, obtention d'un brevet, là, c'est l'examen qui va être subi par le brevet auprès d'un office, où l'office va en effet examiner différents critères de brevetabilité de l'innovation qui aura été décrite. Et si en effet l'office estime que l'on remplit tous les critères, eh bien en effet, on obtiendra un brevet. Tu parles de critères. Quels sont-ils? Alors, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que l'innovation doit être nouvelle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été déjà mise, elle n'est pas déjà divulguée partout à travers le monde en tant que telle. Donc ça, c'est le premier critère. D'où l'intérêt des NDA. Alors voilà, j'allais y venir également. Le premier point, c'est toujours protéger avant de parler. Si on parle, on rend public l'innovation et elle n'est plus protégeable. Donc, premièrement, en effet, c'est ne pas divulguer, protéger, on protège, on protège, on protège, et ensuite, on discute. Il n'y a plus de soucis. Donc, le premier critère, la nouveauté. Le deuxième critère, c'est l'activité inventive. L'activité inventive, c'est beaucoup plus sujet à discussion entre l'examinateur et nous, les conseils, où l'examinateur aura une analyse de déterminer si un homme du métier, pour lui, en fait, est-ce que l'invention est évidente ou pas pour un homme du métier? Donc, c'est une discussion, entre l'examinateur et nous. Et nous, de notre côté, on va argumenter qu'en effet, c'est une solution la solution de notre client est très astucieuse. Un homme du métier qui a des compétences standards, mais qui n'est pas non plus un docteur dans la matière, etc. Eh bien, pour lui, en effet, il ne serait pas arrivé à l'objet revendiqué. Mais c'est plus une discussion, voilà, comme je disais, entre l'examinateur et nous pour arriver à le convaincre qu'on mérite un brevet. Après, il y a d'autres critères, mais ce sont les deux principaux. Pour moi, là, les choses sont posées, donc ça ne peut pas être une idée, ça doit être plus qu'une idée. C'est une innovation, une nouveauté qui n'a pas été divulguée et qui n'est pas évidente, du coup, pour un homme du métier. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit... qu'on puisse refaire de manière facile. Oui, alors ça c'est le côté critère que l'on a en effet auprès des examinateurs. Mais c'est vrai que quand je travaille avec les sociétés, avec nos clients, on s'arrête souvent à la nouveauté en disant est-ce que déjà votre invention, elle n'est pas divulguée, soit par vous, soit par un tiers, soit elle n'est pas déjà présentée dans la technique. Et si elle n'est déjà pas présentée, si elle n'est déjà pas connue, c'est déjà un bon indice pour aller à la demande de brevet. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, c'est est-ce que ce brevet, est-ce que cette technologie-là, cette invention-là, elle est importante pour votre business? Est-ce qu'elle va protéger votre business? Puisqu'on est toujours sur cette notion de droit d'interdire, donc comment protéger son business? C'est via ce brevet qui va nous permettre d'arrêter en fait tout tiers d'aller sur les mêmes innovations que notre société. Oui, parce que il y a cet aspect stratégique, on en viendra dans quelques instants. Il y a bien sûr un aspect coût, parce que c'est une procédure complexe qui fait intervenir des experts de haut niveau, et il n'y a pas le droit à l'erreur, j'ai envie de dire, parce qu'il y a effectivement un aspect extrêmement stratégique, il y a le temps qui joue beaucoup contre soi, parce que si on a eu une idée, si on développe des choses, souvent les concurrents ont des idées similaires, et donc de ce que je comprends de ce que tu me dis par rapport notamment aux rédactions, on a la possibilité d'empiéter entre guillemets sur les territoires des autres, on a la possibilité d'étendre son champ d'application, et c'est pour ça qu'il faut agir vite, bien, et consentir justement cet investissement assez tôt.
Avant de revenir sur les aspects plus pratiques de comment est-ce qu'on travaille ensemble finalement pour lancer ces brevets, il y a effectivement cette notion stratégique, cette notion aussi de sélection de ce que l'on veut breveter, parce qu'on ne peut pas tout breveter. En tout cas, au début, quand on est notamment une start-up ou une PME, on n'a pas forcément les budgets d'entreprises du CAC 40 qui, elles, peuvent avoir une division consacrée à ça et un portefeuille. Dans le New Space, comme on avait pu échanger à de multiples reprises, il y a beaucoup d'activités software, d'activités logicielles, qui incluent notamment des algorithmes. Et c'est toujours un moment un petit peu compliqué, parce que, et ça c'est un peu une culture commune, tout le monde a plus ou moins cette notion que le logiciel et l'algorithme, c'est toujours un petit peu compliqué, un petit peu particulier pour le brevet. Est-ce que, voilà, en quelques mots, tu peux nous en dire un petit peu plus, d'autant qu'en plus, l'informatique, c'est ta spécialité d'origine. Oui, alors c'est vrai qu'il y a cette image comme quoi le brevet logiciel, ça n'existe pas, c'est pas autorisé, on ne protège pas en effet des algorithmes. Et ça, d'ailleurs, c'est une image qui freine énormément, en effet, le monde la protection en fait des sociétés. Alors, on va éclaircir ce point, parce que c'est vrai que c'est relativement simple. Le code en tant que tel, donc lorsqu'il est écrit en C, en Java, dans un langage, le code en tant que tel, lui, n'est pas protégeable par brevet. Mais par exemple, l'algorithme, en termes de fonctionnalité, lui, s'il répond aux critères de solution technique à un problème technique, lui, il sera protégeable par brevet. Donc, c'est pas parce qu'on a un code, qu'on fait du software, qu'il faut se dire, non, moi, ce que je fais, c'est pas brevetable. Au contraire. C'est tout ce qui est intelligence au-dessus, en fait, du code. Donc, l'algorithme, en termes de grande fonctionnalité, lui, il peut faire l'objet d'une demande de brevet. D'où l'intérêt, quand on est sur ce genre de développement et qu'on a l'intuition, en tout cas qu'on a le plan de mettre cet algorithme au centre de notre activité, d'avoir ce réflexe de discuter, de commencer à échanger tous ensemble pour voir ce qui est possible de faire en stade de développement et d'éviter justement des problématiques de divulgation ou la concurrence qui finalement vous a damé le pion. Juste un petit détail pour effectivement que les auditeurs soient pas perdus là-dessus. Tu disais que le code ne pouvait pas être protégé par brevet. Par brevet. Mais on a le droit d'auteur qui va lui protéger le code en tant que tel. Voilà. Donc ça veut dire typiquement que c'est comme un livre en fait. C'est comme quand on écrit un ouvrage. Exactement. C'est le premier qui l'a écrit et qui a cette antériorité. D'où l'intérêt aussi de bien dater ce que l'on fait pour que il n'y ait pas à ce niveau-là de contentieux, ou en tout cas quand il y a un contentieux, qu'on puisse fournir des preuves. Voilà. Donc on a parlé de ce brevet logiciel, on a parlé de ces algorithmes. Si on revient maintenant sur la procédure de brevet, donc on a vu que le brevet, c'est ce droit d'interdire, c'est cette protection, c'est cet actif qui dure un certain nombre d'années à condition que on soit très strict, très rigoureux, avec une procédure qui elle-même est assez rigoureuse. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus justement sur cette procédure ? Voilà, on a eu une première réunion, on veut faire un brevet. Comment est-ce qu'on va déposer ce brevet ? Alors, lors de la réunion entre nous et les inventeurs, l'objectif, c'est pour nous de bien comprendre la solution technique et qu'est-ce qui est important pour la société, qu'est-ce qui est important de protéger pour le business de la société. Et lorsque l'on a bien déterminé justement ce qu'on appelle nous le scope de l'invention, derrière nous, on va rédiger la demande de brevet. Donc on va rédiger tout d'abord le jeu de revendication pour bien définir en effet ce que l'on va effectivement protéger. Et ensuite, on fait la description. Une fois que tout ça est prêt, que les inventeurs ont bien relu, ont bien vérifié techniquement que tout est juste, derrière, on fait un dépôt auprès d'un office. Pour nous, en France, on fait principalement les dépôts devant l'INPI en tant que demande de brevet français. On a d'autres possibilités, mais la plupart des sociétés françaises passent par un premier dépôt français. On a un premier examen à l'INPI qui va être exécuté notamment par l'OEB, c'est-à-dire on a une recherche qui va être réalisée par l'Office européen des brevets, l'OEB, et à 9 mois, on va avoir un retour de cet examen-là. Et à ce retour, au bout de 9 mois, on aura déjà une très belle idée de savoir si on va pouvoir obtenir un brevet ou pas. Puisqu'en effet, l'examinateur se sera prononcé
sur est-ce qu'en effet, l'invention mérite un brevet ou, selon lui, eh bien, en fait, l'invention est déjà divulguée. Et derrière, en fait, on va enchaîner avec quand il a un avis négatif, on va enchaîner avec une discussion avec l'examinateur pour essayer de le convaincre que notre brevet mérite brevet. À 18 mois, la demande de brevet sera publiée. Donc, on a cette phase des 18 premiers mois dans laquelle la demande de brevet n'est pas publiée et laisse justement le titulaire du brevet, de la demande de brevet, l'opportunité de choisir en effet s'il veut ou pas communiquer sur cette demande de brevet. Mais l'office ne publiera pas avant 18 mois, c'est-à-dire qu'il y a une période de confidentialité pendant 18 mois. À l'issue, donc comme je disais, donc on discute avec l'examinateur pour essayer d'obtenir un brevet. S'il nous octroie un brevet, on a justement un titre. Une chose importante, c'est qu'au bout de 12 mois, à compter de la date de dépôt, il y a possibilité en effet de protéger son innovation dans d'autres pays, tout en sachant que en termes d'état de la technique, ce qui sera pris en considération, ce sera tout l'état de la technique avant la date du premier dépôt. Et donc là, on a la possibilité de protéger son innovation aux États-Unis, en Europe, en Chine, au Japon, partout où les pays sont intéressants pour la société. Oui, parce que il faut effectivement clarifier deux choses. Quand on dépose un brevet en France, on l'a pas pour le monde entier. C'est aussi un choix stratégique. C'est territorial. En effet, un brevet a une portée territoriale et donc comme les marques. Oui. Et donc un dépôt en France ne protégera que le territoire français. Si on veut protéger les États-Unis, il faut faire un dépôt aux États-Unis, etc. On va peut-être rentrer dans le sujet qui fâche un petit peu plus. Il y a une procédure rigoureuse, il y a besoin d'une solide expertise technique, en tout cas d'une compréhension des enjeux techniques rapide et profonde. Combien ça coûte tout ça finalement ? Alors, c'est vrai que la phase de constitution en fait, du dossier a un coût. Il a un coût parce qu'en effet, eh bien, c'est un investissement de bien comprendre de la part de la société, déjà de bien décrire son innovation. Ensuite, eh bien, c'est un coût du côté du conseil pour prendre en effet le temps de comprendre et de rédiger une demande de brevet. La longueur en fait d'une demande de brevet, c'est 25 pages quand c'est pas très compliqué, mais sur des innovations qui sont très compliquées, on arrive à peu près à 50 pages, voire plus dans certains domaines. Donc, eh bien, il faut du temps. Et en fait, cette phase de dépôt, j'avais envie de dire, c'est la plus importante de la procédure. C'est la plus importante parce qu'en fait, la description, elle sera figée. Il sera plus possible ultérieurement de la modifier. Donc, ça veut dire, si on oublie quelque chose dans la description, si les inventeurs nous ont pas tout décrit, s'il y a quoi que ce soit, eh bien, on va subir en fait ce manque ou cette problématique pendant toute la procédure. Donc, j'avais envie de dire, la phase de dépôt, elle n'est pas à négliger. Bien au contraire, elle est à privilégier. C'est la plus importante. Une fois qu'on a une bonne description, un bon jeu de revendication, derrière, en effet, on va enchaîner la procédure. Donc, c'est vrai que cette phase de constitution du brevet est relativement élevée. Ensuite, on a le coût des offices. Donc, l'office français, par exemple, lui, n'est pas très cher. On a cette chance. Et aussi, pour favoriser, en effet, la protection des innovations pour les petites sociétés, elle divise par 2 le coût des taxes. Donc, c'est vrai que c'est alléchant pour les petites sociétés. Ensuite, donc pour la partie française, c'est le gros des coûts. Après, les coûts supplémentaires qu'il faudra en effet apporter, c'est au moment des extensions, puisque par exemple, si on veut une extension aux États-Unis, eh bien le texte, la demande de brevet doit être traduite et ensuite on doit déposer auprès des différents offices, donc aux États-Unis pour protéger aux États-Unis, en Europe, ça sera à l'OEB, en Chine, eh bien il faut déposer en Chine, il faut aussi traduire, et donc c'est là où en fait on a des coûts qui seront importants pour protéger un petit peu partout. Alors, ce qui est important, comme je disais, c'est qu'à 9 mois, on a ce fameux rapport de recherche qui a été réalisé pour nous en France auprès de l'INPI, c'est rédigé par l'Office européen des brevets. On a une très bonne opinion déjà de savoir si on aura un brevet ou pas. Si réellement, en effet, il y a une difficulté, on peut arrêter les coûts. Et si, en effet, on a un avis positif de l'Office, si, malgré les remarques des fois, quelquefois négatives de l'examinateur, on voit une voie pour arriver à protéger son innovation
correctement, avec une bonne portée, c'est là où on peut décider en effet d'engager des coûts supplémentaires. Mais c'est important de savoir, c'est que à l'extension, si on choisit en effet de protéger en Chine, aux États-Unis, en Europe, il n'y a plus possibilité d'aller ailleurs comme protection. C'est-à-dire on ne peut plus rajouter au bout de 5 ans l'Inde, la Russie, etc. Il y a une autre voie. Juste une petite pause là-dessus. Parce que bon, les entreprises évoluent, les plans de business évoluent. Si on se rend compte au bout d'un moment qu'on a un territoire sur lequel on va se développer et qu'on n'est pas protégé, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, c'est pour ça que c'était la deuxième alternative que j'allais mentionner, qui est très intéressante, c'est que à 12 mois, on a un autre type de protection qui nous est offerte, c'est par la voie, ce qu'on appelle de la demande internationale, la voie aussi appelée PCT. Elle permet de repousser dans le temps le choix des pays dans lesquels, effectivement, on va chercher une protection. Et c'est vrai que c'est une voie que je préconise souvent, justement, notamment pour les sociétés qui savent pas encore forcément dans quel territoire leur invention va présenter un intérêt ou pas. Et donc, au final, on reporte, à compter du premier dépôt, on reporte à 30 mois le choix des pays effectifs dans lesquels la société aura un intérêt business. Et donc, la voie PCT est très intéressante pour ça. C'est toujours intéressant quand on discute de brevets de voir à tel point les différents enjeux qui sont attachés au brevet. Il y a d'abord effectivement ce côté un peu, c'est vrai que quand on travaille ensemble sur des demandes de brevets des clients, je suis toujours impressionné de voir, il y a ce côté un peu maïotique où tu viens questionner l'innovation, un peu challenger le client pour voir finalement qu'est-ce qui en sort vraiment, est-ce que ça peut correspondre à des critères qui puissent être validés par les offices de brevets, parce que comme tu l'as très bien dit, toute demande de brevet, rien n'est garanti. Il y a un risque. Oui. Oui, il y a un risque parce qu'en fait, il y a un risque que quelqu'un, à travers le monde, ait déjà divulgué, en fait, ait déjà fait cette même invention, ait déjà divulgué cette invention-là. Donc, c'est vrai qu'il y a un risque. Et l'autre sujet qui est quand même extrêmement important, c'est aussi cette course contre la montre, cette procédure en tout cas, qui est une procédure d'expert. Et il ne faut pas rater le coche parce que même s'il y a effectivement des portes de sortie et des options qui s'offrent à nous, il faut quand même un accompagnement. C'est finalement un actif qui s'obtient et qui s'entretient. Exactement. Alors sur le côté en effet temporel, quand doit-on déposer une demande de brevet ? Parce qu'en effet, c'est pas une idée, mais faut déjà avoir apporté la solution technique, mais il faut pas trop attendre non plus. Parce qu'en fait, les concurrents, bien souvent, on n'est pas les seuls dans le domaine. Et les concurrents n'attendent pas, en effet, pour déposer leur demande de brevet. Et donc, en fait, c'est trouver le bon timing pour déposer le brevet. Et on dit, le plus tôt est le mieux, puisqu'en fait, le brevet appartiendra au premier déposant. Donc, dès qu'en effet, on a une solution technique à un problème technique, l'objectif, c'est de déposer une demande de brevet pour protéger son innovation, avant qu'un tiers le fasse pour nous, avant nous. Donc ça veut dire que même une petite start-up du space qui est en train de négocier son POC, ou qui est en train vraiment d'ouvrir les cartons, déjà elle peut avoir, c'est pas réservé aux primes du secteur et aux poids lourds. Ah non, justement, le monde des brevets est ouvert à tout le monde, à toutes les sociétés. Le seul point, c'est qu'en effet, il faut déposer avant les autres, donc au plus tôt. Dès que l'innovation est faite, il faut déposer. Et se protéger. Les tiers déposeront. Et si on veut être libre après de pouvoir en fait orienter son business comme on a envie de le faire, il faut protéger son business. Si le brevet en effet appartient à un tiers, si un tiers a déposé plus rapidement que nous, mais comme il a un droit d'interdire, il va nous empêcher de développer notre propre business. Donc c'est extrêmement dangereux pour les sociétés. Donc déposer au plus tôt. Et tu disais également, parce qu'on est quand même notamment dans le spatial, sur un marché national, mais aussi global. Et on mentionnait tout à l'heure, avant de commencer l'émission, on parlait notamment de l'activisme et de la présence très forte des sociétés, notamment outre-Atlantique, sur leur stratégie brevet. Tu disais justement qu'elles n'ont pas peur de déposer des brevets, même très tôt, même quand elles ne sont pas forcément sûres de ce qu'elles vont en faire. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a une culture du brevet qui est très importante dans un certain nombre de pays, et notamment aux États-Unis. Et donc, ayant cette culture,
Donc, dès qu'il y a l'innovation qui est faite, ils iront déposer une demande de brevet. Et nous, en France, eh bien, il faut qu'on fasse la même démarche. Il faut qu'on soit, dès qu'on ait l'invention, il faut déposer, il faut protéger. Il faut qu'on soit les premiers à déposer. Donc, il faut aller très vite et ne pas hésiter à déposer. Les autres vont le faire, donc il faut le faire avant les autres. Pour terminer cet entretien, est-ce que tu aurais quelques petits conseils, un peu de pratique à donner justement à des jeunes boîtes qui sont sensibilisées à ce problème-là, qui ont une belle innovation et dont elles sentent que ça va devenir quelque chose d'important, mais qui sont un peu perdues, ou au contraire des boîtes qui sont un peu défiantes à ce niveau-là et qui se disent de toute façon, moi je dois aller vite et le brevet c'est finalement un petit peu secondaire. Qu'est-ce que tu veux leur conseiller ? Plusieurs choses. La première, c'est vrai que on leur a dit pendant toute cette émission, c'est le brevet en fait c'est une vraie valeur et c'est un droit d'interdit. Donc c'est une vraie, j'allais dire une arme pour protéger son business. Donc déjà de ce point de vue-là, il faut pas hésiter à aller au brevet. Ensuite, ce que l'on peut aussi dire, c'est que les personnes comme toi, comme moi, en fait, on est là pour accompagner les sociétés. Et on est là pour avoir un rôle de partenaire et donc d'aider en fait les sociétés à se protéger dans la durée. Et donc on est là pour établir avec ces sociétés-là des stratégies qui permettent en effet de protéger pas à pas et de protéger au final le business de nos clients qui sont, sincèrement, j'aime pas le terme client, pour moi ce sont des partenaires, et pour travailler en fait main dans la main pour protéger le business de nos partenaires. Donc c'est vraiment, n'hésitez pas à nous consulter. Déjà on pourra identifier, savoir ce qui est important à protéger, savoir ce qui peut être fait, ce qui doit être fait tout de suite, ce qui peut attendre un petit peu, ce qui permet aussi potentiellement, bien, c'est sur les coûts, on l'a vu, c'est plutôt assez cher. Donc, c'est de voir comment, en effet, on répartit les coûts et voir, en effet, en termes de stratégie, quelle est la meilleure des stratégies au regard de la société, au regard de son business, de son plan de développement, etc. Écoute, Marie-Claude, il me reste à te remercier pour ta gentillesse et ta disponibilité. C'est à la fois un plaisir de tourner cet épisode avec toi et puis de travailler régulièrement sur ces beaux projets que nos clients partenaires, justement, ces belles innovations qu'ils développent. Pour tous les auditeurs, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, notamment sur le sujet du brevet. C'est un sujet qui fait peur, c'est un sujet qui est un peu technique. Donc, on se tient à votre disposition pour en discuter plus avant. Il ne faut pas hésiter, vous avez tous les liens de contact et on se fera un plaisir d'organiser ça pour avoir une première discussion, parce que vous pouvez avoir finalement déjà des trésors disponibles dans vos startups, même si elles ne sont pas si vieilles que ça. Exactement. Protégez vos innovations, c'est protéger votre business. Écoute, j'ai rien à ajouter de plus. Merci encore Marie-Claude et à très bientôt. Merci beaucoup.